C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le là qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Deux enfants âgés d'1 an et 4 ans ont été découverts décapités chez eux à Sainte-Rose. 2 homicides perpétrés par leur mère qui dans un premier temps a été placée en garde à vue avant d'être libérée et hospitalisée en psychiatrie compte tenu de son état de santé. Et c'est son mari qui a fait la macabre découverte ce matin aux alentours de 3h30 avant d'alerter les gendarmes. Une enquête pour meurtre par ascendant sur mineur de moins de 15 ans est ouverte. Le parquet tenait une conférence de presse il y a quelques minutes. On écoute la procureure Caroline Calbeau. C'est bon pour vous, on commence. Donc merci déjà d'être venu pour ce point presse sur le double infanticide qui a eu lieu donc cette nuit à Sainte-Rose. La gendarmerie est intervenue à la demande du père de la famille vers 3h suite à la découverte donc des corps sans vie de ces 2 enfants à son domicile. Ces 2 enfants, âgés de 1 an et 4 ans et demi, étaient découverts décapités. La mère des enfants, en état délirant, errait dans la rue. Elle était entièrement nue et à ce moment-là, quand elle a vu les gendarmes, donc elle s'est précipitée sur les gendarmes qui l'ont maîtrisée. Elle a été conduite au CHU où une incompatibilité avec la garde à vue a été posée. Elle a dès lors été hospitalisée sous contrainte. L'enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Sur les lieux ce matin étaient présents, donc outre les enquêteurs, donc officiers de police judiciaire, les techniciens d'investigation criminelle pour réaliser les premières constatations sur les lieux. Étaient également présents le médecin légiste ainsi que le magistrat du parquet de permanence. Les 2 corps vont faire l'objet d'une autopsie demain et après-demain. Une arme blanche a été trouvée sur les lieux et sera analysée. Le domicile était en très grand désordre à l'intérieur du logement. La famille était inconnue de la justice, que ce soit au pénal comme en assistance éducative. Donc quels étaient les premiers éléments que je voulais vous livrer sur le début de cette enquête, et je vais laisser la parole donc au général pour compléter ses propos. Merci Madame le procureur. Effectivement, nous avons été appelés à 2h49 précisément cette nuit pour une disparition d'enfants et nous avons engagé la patrouille de la gendarmerie de Sainte-Rose immédiatement qui est arrivée sur les lieux à 3h20 et nous a confirmé le double homicide à 3h25. Entre-temps, nous avions évidemment appelé aussi à 3h10 les sapeurs-pompiers s'agissant de personnes potentiellement blessées. Dès la découverte de cet homicide, évidemment, on a mis plus de moyens. C'est une dizaine de gendarmes qui ont été engagés, coordonnés par le capitaine Davy, qui est ici présent, officier adjoint de la compagnie de Pointe-à-Pitre. Juste après l'engagement effectivement des renforts, c'est-à-dire donc l'officier de permanence pour le capitaine Davy pour coordonner les actions sur place et diriger le déploiement, un technicien en identification criminelle pour procéder aux opérations de criminalistique qui évidemment sont essentielles, avec l'appui évidemment aussi du Centre national des opérations de la gendarmerie que nous avons avisé pour l'appui à distance éventuel qui pouvait nous apporter. Concomitamment, en fait, à 3h30, on nous signale une personne en déambulation, une femme en déambulation dans les rues de Sainte-Rose. Donc, c'est à ce moment-là que nous envoyons une seconde équipe pour procéder à l'interpellation que nous faisons à 3h45, en faisant usage du fait de l'état de délire de la personne. Nous sommes contraints de faire usage du pistolet à impulsion électrique.
Voilà. Et outre les personnels que j'ai cités, évidemment, comme a dit Madame le procureur, la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre a été saisie. Et nous avons aussi avisé la section de recherche de Pointe-à-Pitre, qui est l'unité de police judiciaire la plus... qui gère les enquêtes les plus complexes pour appuyer la brigade de recherche avec ses avis techniques. Voilà, nous avons évidemment engagé de gros moyens sur les constatations parce que en matière de police judiciaire, une affaire n'est jamais évidente. Et donc nous avions énormément de procédures à lancer tout de suite dès la découverte des faits. Voilà. Une bien triste nouvelle. Et les maires de Guadeloupe, eux, ont participé aujourd'hui au 2e séminaire sur le plan séisme Antilles. L'objectif, présenter aux élus le bilan à mi-parcours et les outils proposés pour accélérer la mise aux normes parasismiques des établissements scolaires de Guadeloupe. Plus de 50% d'entre eux ne sont pas aux normes, n'est-ce pas? Regardez. Un rendez-vous très important avec les élus sur le plan séisme Antilles. Juste un chiffre pour que vous ayez les éléments en tête. On a encore 58% des écoliers à mettre en sécurité. 58%. C'est-à-dire qu'à contrario, il n'y a qu'aujourd'hui que 42% des élèves qui sont dans des bâtiments à normes parasismiques. Voilà. Donc il y a un énorme enjeu. C'est des moyens importants. C'est du travail avec les collectivités. Voilà. Donc c'est tout ça dont on va débattre ce matin. Donc l'enjeu, c'est à la fois d'abord sur le bâti scolaire, les écoles, les collèges et les lycées. C'est aussi un enjeu sur le logement social, de mise aux normes des logements sociaux. Nos attentes aujourd'hui, bien sûr, c'est de voir poursuivre ce plan qui est nécessaire pour la Guadeloupe. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir, puisque je reviens d'une réunion il y a de ça quelques semaines à Paris au ministère des Outre-mer où la volonté affichée est claire de poursuivre ce plan séisme pour la Guadeloupe. Il faut savoir que ce plan séisme est important parce que le risque séisme est un risque fort. La Guadeloupe a une histoire avec des séismes qui ont été forts et qui ont marqué l'opinion guadeloupéenne et aussi, je pourrais dire, des Guadeloupéens dans leur chair. Et il faut protéger nos populations, particulièrement protéger ceux qui sont dans des bâtiments collectifs. Donc on pense aux écoles, on pense bien sûr à toutes les personnes qui vivent en collectivité, on pense bien sûr à toutes les personnes qui vivent dans les logements sociaux. Et là, aujourd'hui, il s'agit pour nous maires de nous engager aux côtés de l'État, aux côtés de la région, aux côtés de l'Europe, dans le cadre de ce plan séisme, de façon à proposer des projets de réhabilitation de nos bâtiments et principalement en ce qui nous concerne, mais pour les écoles. Beaucoup de moyens. Cette année, on a une année qui démarre très très bien. On a déjà 14 millions d'engagés sur les écoles, sous maîtrise d'ouvrage des communes, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou du département. Voilà, donc on a besoin d'une mobilisation de tout le monde. Pourquoi on a une mobilisation de tout le monde? Parce qu'il y a des questions de moyens financiers, il y a des questions d'ingénierie. C'est compliqué parce que mettre aux normes une école, un lycée, un collège, ça suppose souvent de déménager les élèves, de trouver des solutions alternatives pendant la durée des travaux. Des travaux que fortement parasismiques, c'est des travaux compliqués qui demandent une maîtrise d'ouvrage, une technicité, une forte technicité, etc. Voilà, donc tout ça, ça demande effectivement qu'on fasse le point. Là, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va faire le point sur les travaux qui ont été déjà réalisés, sur la mobilisation des uns et des autres. On a constitué ce qu'on appelle une task force. Alors, pour avancer avec la préfecture, les services de l'État, avec la région et avec l'Agence française de développement, on a une équipe, on appelle une task force, peu importe. Voilà, une équipe effectivement pour venir appuyer les collectivités, notamment les communes, dans la conduite et dans l'élaboration de ces projets. Sans l'État, il faut le dire, on ne pourrait pas. Sans la région, on ne pourrait pas. Sans tous les partenaires qui sont autour de ce plan séisme Antilles, il y a de tels niveaux d'investissement. Nous sommes autour de 400 millions d'euros depuis qu'on a lancé ce plan. Donc ce n'est pas rien. Et c'est vrai que seuls nous ne pouvons pas. Et puis c'est un risque majeur. Donc ce risque majeur est normalement un risque où l'État est en compétence. On ne peut pas laisser seuls, effectivement, les communes face à un risque majeur qui relève aussi de la compétence de l'État en matière de sécurité des populations. Un reportage de Maxime Morel.
Et la région Guadeloupe était en visite de terrain à Gourbert sur le chantier d'une nouvelle unité de production agroalimentaire. Par le biais de la SEM patrimoniale, la collectivité soutient le développement de l'entreprise Délices Surgelées spécialisée dans la fabrication de dombrés et de pâte à bokit. Un partenariat qui permet à cette petite entreprise artisanale d'augmenter sa capacité de production par l'acquisition d'outils industriels. L'accomplissement d'une vie pour Serge Hameau, le fondateur de Délices Surgelées. Regardez. C'est un projet structurant déjà pour le territoire, puisqu'il permet effectivement d'installer pour de longues années, j'espère, un équipement industriel et pas artisanal, puisque l'entreprise Délices Surgelées est passée d'un stade artisanal où, si vous visitez l'usine aujourd'hui, qui est toute petite, avec sur un terrain quand même qui fait 3000 m², avec un espace industriel de plus de 1000 m², des machines qui ont été fabriquées pour l'occasion. Et comme vous avez pu voir dans le petit film, une de ces seules machines fait déjà 10 mètres de long, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un processus industriel abouti. Je ne peux pas comprendre qui joue à Montini. Vous voyez, là, moi, pour un café, je viens faire vérifier le bâtiment là, et il peut même arriver à finition. Moi, content tout bonnement. Et on peut espérer là qui finit ça qui est plus belle. En tant que jeune, on peut manger d'ombre tout gens. Et là, pour entrer à l'école, on peut faire d'ombre. On peut attendre tout un moment de rentrer là quand tu mets moi à table. On peut faire ça vite, avec un portelette condensé, on peut envoyer ça dans le bitin là. Et tant que je suis sorti là, il y a déjà qu'à mettre en assiette en 2008. On dit non, il faut moi changer ça. Alors, je me dis, on fait d'ombre pour faire un autre bitin. Bien que l'ombre n'est pas facile à faire. Il y a une pénibilité aussi. Alors, je me dis, on fait d'ombre et on fait d'ombre. Ce qui fait plaisir, c'est que M. Hameau est venu me voir il y a 3 ans et demi, à peu près 4 ans. On s'est rencontrés à la mairie de Basse-Terre en présence du maire de l'époque, Mme Panchard. Et tout de suite, je lui ai dit, c'est un beau projet que nous sommes prêts à l'accompagner. Donc, il cherchait un terrain. Je lui ai dit, bon, la région a un seul terrain, c'est à Gourbert, il y a 7 hectares. D'y aller, de choisir un terrain. Il est venu ici, il a choisi. Et aujourd'hui, être là, voir un peu que les murs sont en train d'être montés, qu'on nous propose l'an prochain, fin 2025, une ouverture de cette usine de Dombry sur la Basse-Terre. Donc pour moi, c'est bénéfique et je suis vraiment très très content. Saluer un peu ce travail réalisé en collaboration avec les autres partenaires, mais surtout la SEM patrimoniale qui est le bras armé de la région Guadeloupe. C'est ce que nous voulons et je le disais. Quand je vois au Lamentin Bio With You, quand je vois à Petit-Bourg l'habitation Saint-Charles et tous ceux que nous avons accompagnés, c'est ce que nous voulons. L'usine centrale Anse-Bertrand, développer l'économie du pays, mettre les moyens pour créer de l'emploi et de la richesse en Guadeloupe. Et ça ne peut que faire plaisir au président de la CPME qui est à mes côtés. Je suis très fier qu'une entreprise guadeloupéenne puisse montrer son savoir-faire et son savoir-être. Je suis très fier qu'à la région Guadeloupe, on rééquilibre également le territoire et qu'une entreprise se monte par des Guadeloupéens pour la jeunesse guadeloupéenne sur le territoire de la Basse-Terre. Il y a un fort potentiel de compétences chez nous. Il faut qu'on l'exploite et vive les Guadeloupéens, clairement. Et on enchaîne avec la conférence annuelle de l'Institut des pêches des pays du Golfe du Mexique et de la Caraïbe. 150 scientifiques, gestionnaires de pêche, élus et professionnels de la mer sont réunis pour faire un point sur la ressource halieutique disponible dans notre zone. Un échange d'expériences avec nos voisins qui vise à faire émerger des solutions pour assurer la durabilité des pêches. Le reportage. C'est un congrès qui a été financé aussi par la région Guadeloupe. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir mettre en commun à la fois les données scientifiques, les données objectives pour évaluer nos ressources, qu'on appelle les ressources halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui va être poissons, crustacés, etc. Aujourd'hui, il faut voir le bassin caribéen comme un bassin relativement fermé. Et les ressources que nous avons, eh bien, ces ressources aussi, je veux dire en termes de ressources tropicales, eh bien, se retrouvent dans les autres États de la Caraïbe et avoir un état des lieux, avoir des données. C'est la deuxième mer la plus polluée de la planète Terre. C'est la zone qui se réchauffe le plus vite de la planète Terre. Et ça, c'est lié à sa forme géographique, c'est une bassine. C'est une bassine qui est fermée par la partie continentale et les arcs des Antilles. Mais en conséquence, c'est une des zones les plus touchées
aussi bien par la pollution que par les changements climatiques et l'acidification. Donc ça, c'est une réalité à la Caraïbe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit continuer sur le travail scientifique, ça c'est sûr. On doit remédier, mais surtout, on doit communiquer. C'est parfois compliqué entre voisins parce qu'on n'a pas la même façon de vivre, on n'a pas la même culture, on mange pas forcément pareil et on n'est pas forcément soumis aux mêmes règles administratives. Donc le processus aussi pour être marin n'est pas le même. Et donc ce sont des visions aussi différentes, mais il faut quand même pouvoir écouter les autres. Même si le fait que la Guadeloupe soit quand même limitée de par le chapeau de la France et le chapeau de l'Union européenne, on a des connexions quand même avec les pays voisins, on se rencontre aussi sur l'eau, mais c'est bon de se rencontrer aussi à terre administrativement. Et ça permet d'échanger sur les espèces communes, tout simplement. C'est-à-dire, on partage les mêmes stocks, aussi bien en pélagique que des espèces côtières, et surtout sur les espèces crustacées telles que le lambi. C'est nécessaire de communiquer entre nous, et ça, c'est sûr que c'est nécessaire. Certaines mesures, de les prendre au niveau de la Grande Caraïbe et pas pays par pays. Sinon, c'est de montrer que la mer Caraïbe est en connexion, elle est en communication. Ce que tu fais à droite va impacter à gauche. On n'est pas des morceaux isolés. Ça, c'est la première chose qu'on doit transmettre. Et les poissons qui vont naître dans un pays, entre guillemets un pays, n'est pas forcément l'endroit où on va les manger. Et ça, c'est important de savoir que c'est une mer très dynamique et qu'il faut vraiment avoir des axes d'action au niveau de la Grande Caraïbe. Un reportage de Maxime Morel. Et on part maintenant pour la finale du concours Oser, organisé par la ville de Baie-Mahault. Cette épreuve vise à encourager l'esprit d'entreprise des femmes de son territoire. Du 15 juillet au 10 octobre dernier, les porteuses de projets sélectionnées ont bénéficié d'ateliers d'accompagnement juridique, financier, mais aussi de coach en communication et en images. À cela rajouter des formations en digital et sur la prise de parole en public, des travaux qui leur ont permis d'affiner leur pitch, à savoir la présentation courte et percutante de leur entreprise devant le jury. Regardez. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, nous avons ce volet de lutte contre les violences faites aux femmes et nous avons lancé le 8 mars le concours Oser. Il s'agissait pour nous de mettre en avant la femme entrepreneuriale. Le principe du concours, c'est de pouvoir permettre à des femmes qui ont des projets, qui ont des talents, de pouvoir les structurer dans le cadre d'une entreprise, de venir nous les présenter. Et elles ont toutes été accompagnées, elles nous ont toutes d'ailleurs dit à quel point elles ont apprécié ces accompagnements sur la partie finance, présentation, pitch, etc. Et aujourd'hui, elles sont en capacité de nous présenter leur activité pour pouvoir, pourquoi pas, être lauréates de ce concours et bénéficier d'un accompagnement financier en plus de l'accompagnement en compétences. Pour moi, c'est une première, c'est un premier challenge que je me suis lancé. L'objectif, pour moi, c'est de développer, de donner plus de visibilité à mon activité et d'intégrer un réseau d'entrepreneurs. Donc, c'est pour cela que je me suis inscrite et je suis dans une bonne démarche. J'ai jamais participé à un concours de pitch, donc l'idée, c'était vraiment d'apprendre à faire un pitch et également d'avoir des conseils en financement, conseils en images. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été proposés par la ville de Baie-Mahault. Donc c'était pour cette partie atelier, accompagnement et à la fin, le pitch. J'ai eu face à moi un jury bienveillant qui a accroché à mon projet. Mon projet, c'est de développer des formations ludiques en anglais et en espagnol sur le territoire. Et je suis très contente de cette expérience. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui ont le plus tendance à ne pas aller au bout de leur projet, à ne pas se sentir prêtes, ne pas se sentir qualifiées, ne pas se sentir légitimes, c'est souvent le public féminin. Et pour ça, il fallait juste leur rappeler qu'elles sont humaines, au même titre que l'autre moitié de l'humanité que sont les hommes. Donc voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.